Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Émergence entre outils monétaires et souveraineté économique. Jamais le débat sur le franc CFA ne s'est fait avec autant de véhémence. Nous continuons d'en parler dans cette émission et pour ce faire, nous recevons M. Nadim Michel Khalif. Il est expert en politique économique togolaise, premier doyen en 1975 de la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé. Il est également ancien promoteur industriel et commercial à la retraite. Monsieur Nadim Michel Khalif, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors c'est un débat sans doute, je viens de le dire, qui suscite beaucoup de passion. Forcément en Afrique, la question du franc CFA. Que pouvez-vous nous dire sur ce débat qui reste posé depuis des années? Oui, ce débat a émergé en 1980, après les accords de Lagos qui instituaient la CEDEAO, où il était prévu une monnaie commune pour la CEDEAO. Moi-même, à l'époque, j'avais soutenu la création d'une monnaie commune de la CEDEAO sous le nom j'avais proposé deux noms, soit la Cori, qui préexistait à l'empire colonial français, soit Afro. Et c'était bien avant l'euro, hein. Parce qu'à l'époque, on ne parlait que de l'écu. Mais chemin faisant, j'ai appris avec le temps à observer les faits économiques, la gouvernance, la mauvaise gouvernance des États membres de cette CEDEAO, et j'ai compris qu'il valait mieux améliorer le fonctionnement de la structure du franc CFA, notamment à travers la BCEAO et la BOAD, plutôt que de la détruire pour tomber dans le néant. Parce que bâtir une monnaie commune à 16 États de la CEDEAO, on était 16 à l'époque, actuellement on n'est que 15, hein, c'est extrêmement difficile. Parce qu'il faut un État de droit dans chacun des pays membres, pour que chacun des pays membres, chaque équipe gouvernante des pays membres, puisse respecter l'État de droit et respecter les décisions supranationales que seront celles de la monnaie commune. Et nous n'en sommes pas encore là, puisque même maintenant, nos États membres de l'UMOA, qui comprend juste 6 États, ou 8 États actuellement, oui, les États membres ne respectent pas beaucoup l'UMOA. Parce que chaque chef d'État, chaque pouvoir veut s'imposer en tant que supérieur à toute autorité. Et donc la collégialité est difficile à instaurer dans nos États actuels, parce que nous sommes en retard démocratique. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire à travers tout cela, Michel Nadim Khalif? Est-ce que ceux qui aujourd'hui portent ce débat-là sont à ce point, on va dire, naïfs sur la question quand ils affirment haut et fort qu'il faut revoir les accords donc, de création du franc CFA, aller peut-être vers une autre monnaie qui serait beaucoup plus bénéfique pour le continent africain? Il y a deux choses là-dedans. Revoir les accords, je suis tout à fait d'accord qu'il faut réformer le franc CFA de l'intérieur. Notamment, par exemple, créer dans chaque État membre une banque pour les petites et moyennes entreprises qui ont toujours souffert du manque de financement depuis le temps colonial. Ça n'a pas changé depuis lors. Pourquoi ça n'a pas changé? Parce que les pouvoirs en place se méfient de la création d'une classe bourgeoise qui viendrait les contester. C'est ça le fond du problème. On a financé les microcrédits parce que là, ça permet d'alléger la souffrance des tout-petits qui n'ont pas d'ambition politique. Mais on ne s'est pas tourné vers les petites et moyennes entreprises parce que les chefs d'entreprise, ce sont des contestataires politiques potentiels. Alors, on aura le temps tout à l'heure de revenir sur... De même, donc, je suis d'accord aussi pour réformer le franc CFA, pour créer une banque du logement, pour permettre à vous et à tous ceux qui n'ont pas encore leur logement de financer sur 30 ans leur logement à un taux d'intérêt de 2%. Et ça, on ne l'a pas fait. Donc ça, je suis d'accord. Et de même que les taux d'intérêt pratiqués en zone CFA sont extrêmement élevés, alors que la monnaie est solide, elle est garantie à 100%. On devrait avoir des taux d'intérêt qui ne dépassent pas 4% dans les banques. Donc tout ça, c'est à restructurer. Mais d'ici à jeter le franc CFA, pour tomber dans l'abîme de l'inconnu, pour tomber comme le Naira, comme le Cedi, comme le CELI en Guinée,
alors là, c'est la ruine de toutes les populations. Bien sûr, ceux qui parlent de ça, eux, ils sont payés en dollars ou en euros. Ce sont des membres des institutions internationales, ce sont des gens qui sont gratifiés par leur pouvoir en place. Eux, ils sont à l'abri du besoin, mais ils ne pensent pas au bien-être des petits. Alors, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure sur le fond de ce débat, à savoir à qui profite réellement le franc CFA. Mais Michel Nadim Khalif, il serait déjà très important de savoir que représente cette monnaie justement en question, le franc CFA, aussi bien pour la France que pour les pays africains qui l'ont en commun. Vous savez, le franc CFA représentait quelque chose pour la France au temps colonial, jusqu'en 1960-62. Et après, ce sont les pouvoirs locaux qui ont pris en main la gestion du franc CFA. Bon, s'ils n'ont pas manipulé comme il aurait fallu le faire, ce n'est pas la faute de la France. S'ils ont été soumis au pouvoir français de façon volontaire, ce n'est pas la faute de la France, c'est la faute de nos pouvoirs qui n'ont pas voulu avoir une certaine vue d'émancipation économique de leur peuple. Ils ont préféré continuer le système ancien qu'on a appelé néocolonial. Et la néocolonisation a prévalu de 1960 jusqu'en 1990. Depuis 1990, il y a eu les conférences nationales et les chefs d'État, les pouvoirs en place, au lieu de rester affiliés, soumis à la France-Afrique, se sont émancipés et ont tissé leur propre réseau d'influence et leur propre réseau de relations avec les États, avec d'autres États, et la France n'est plus devenue que marginale. L'importance de la France en Afrique actuellement est de 3% économiquement. C'est la Chine qui domine avec plus de 30%. L'Inde vient en second avec 10 à 12%, et le Maroc est en train de monter vers 7-8%. La France est vraiment marginale. L'importance peut-être en termes d'échange, mais la France tire quand même des profits aujourd'hui nets sur ces réserves de change qui sont centralisées au niveau de la banque française. Vous savez, les réserves de change de la zone CFA, c'est 13 000 milliards CFA. C'est une goutte d'eau dans l'océan des réserves de change français. Et qui plus est, nos réserves de change sont rétribuées en les plaçant au Trésor français, disons à la Banque de France. Hein. Ils sont rémunérés au-dessus du taux international, de 0,25%. Si vous avez de l'épargne et qu'une banque vous offre 0,25% de plus que là où vous êtes, vous allez quitter votre banque pour y aller. Et ils ont placé, au lieu de placer 20% des réserves à la Banque de France, au Trésor français, on place les 100%, tout simplement parce que ça nous rapporte 0,25% en plus. Et 0,25% en plus, ça permet de financer tous les frais de fonctionnement de l'UMOA et de la BCEAO. Et de faire d'autres investissements. L'UMOA fait d'autres investissements communautaires. Donc c'est dans notre intérêt, ce n'est pas une obligation. Alors si la question est telle que vous le dites, que la France finalement n'a pas grand-chose à voir en ce qui concerne la jouissance de cette monnaie de franc CFA, pourquoi ne l'abandonne-t-il pas finalement, ne laisse pas les Africains, la France ne laisse-t-elle pas les Africains aller vers leur propre monnaie? Mais vous avez vu déjà une grande puissance abandonner son influence à travers le monde. L'Afrique, il y a beaucoup plus de francophones en Afrique subsaharienne qu'en France ou qu'au Canada. La grande population qui parle français, elle est africaine. C'est toute la culture qui est héritée de Voltaire, de Racine et de Victor Hugo. Elle est beaucoup plus enseignée en France, en Afrique, au point de vue démographique, qu'en France. Donc ça fait une communauté, c'est ce que voulait le général de Gaulle. Le général de Gaulle avait proposé avec Senghor et avec Houphouët-Boigny, en 1958, de créer la communauté franco-africaine. Et on a voté oui en 1958. Mais par la suite, comme la Guinée était sortie, comme le Togo est sorti en 1960, à ce moment-là, il y a eu un mouvement d'ensemble disant, bon, il vaut mieux qu'on prenne nos indépendances. Et en prenant nos indépendances, vous voyez à quel niveau économique nous sommes. Nous étions au même niveau que la Corée en 1960. La Corée est actuellement à 30 000 $ par tête de revenus par habitant.
Et au Togo, nous sommes à 500 $ par tête. Alors justement, certains aujourd'hui, pas des moindres, des économistes en tout cas chevronnés sur le continent, imputent justement cette responsabilité aussi à la question de la monnaie, quand on sait bien qu'ailleurs, des pays, peut-être d'autres pays sur le continent anglophone, vivent mieux un niveau de développement beaucoup plus élevé que la majorité des pays francophones qui voilà, sont maintenus dans la misère. Non, ça je ne suis pas d'accord avec vous. Les pays francophones sont stables économiquement et leur croissance est régulière. Si vous me dites que le Ghana vit mieux, je ne suis pas d'accord. Le Ghana dispose de richesses naturelles extraordinaires qu'aucun pays de la zone UEMOA ne détient. Le Ghana, en or seulement, il exporte par an 1000 milliards CFA d'or. Il exporte par an 500 milliards CFA de pétrole. Il exporte par an 1000 milliards de cacao. Nous ne les avons pas. Ils ont une richesse naturelle, bon, qui est un don du ciel, si on peut dire, de la nature, que nous n'avons pas. Le Gabon a autant de dons que le Ghana, hein, à cause du pétrole. Malheureusement, la gouvernance économique du Gabon est beaucoup plus viciée que celle du Ghana. Au Ghana, il y a eu le phénomène de Rawlings qui est intervenu, qui a assaini la moralité publique, quelque peu. Parce qu'après, on est retombé dans la corruption au Ghana. Mais tout est question de gouvernance dans tous nos pays. Regardez l'île Maurice, 1 300 000 habitants. C'était un pays pauvre qui avait une monoculture du sucre et elle est devenue, grâce à la bonne gouvernance, elle est devenue le pays le plus développé de tout le continent africain. Et la richesse par tête de l'île Maurice dépasse les 10 000 $. Alors que nous sommes à 500 $ par tête. Alors, c'est à croire. En 1968, quand l'île Maurice a pris son indépendance, elle était en dessous du Togo. Maintenant, elle est à 10 000 $ par tête, nous sommes à 500 $. Tout ça, ça dépend de la bonne gouvernance ou de la mauvaise gouvernance. Alors, c'est à croire pour vous que la monnaie, finalement, l'impact de la monnaie est neutre. La monnaie est neutre. C'est comme le sang dans l'économie. Maintenant, si vous injectez dans le sang des virus qui viennent vicier le sang, et le sang devient mauvais et vous tue. Alors que si vous veillez à éviter les virus qui rentrent dans le sang, c'est-à-dire les éléments de mauvaise gouvernance, les éléments, la corruption, les détournements publics, les flux illicites de capitaux, à ce moment-là, le sang devient vicié et le corps économique est malade. Alors, cela dit, on va peut-être faire un peu de pédagogie. Ça reste très flou, tout cela, le fait que l'Afrique soit toujours maintenue sous le joug de la France en ce qui concerne la monnaie. Alors, comment... L'Afrique francophone. L'Afrique francophone, exactement. Comment se passe la centralisation des réserves de change et ainsi que la parité fixe à l'euro? Pour que la France a obtenu de l'Union européenne l'autorisation de garantir le franc CFA. Quand elle a quitté la monnaie franc français pour devenir monnaie euro, hein, l'Union européenne ne voulait pas que le franc CFA soit garanti par l'euro. À ce moment-là, le Trésor français s'est porté lui-même garant vis-à-vis de la zone euro. Donc c'est la France qui nous garantit. Et en échange de la garantie, elle nous demande de placer 20% de nos réserves au Trésor français, moyennant rétribution, puisqu'elle nous paye le taux d'intérêt international plus 0,25% de fidélité. Et il y a problème là, parce 20%. Que nous en plaçons aujourd'hui, l'Afrique en place près de 100% au lieu des 20%. Elle place la totalité 100%, parce que ça nous rapporte 0,25% en plus que les placements internationaux. Et qui plus est, il y a une garantie qu'il n'y aura pas de fuite. Le Gabon, la BEAC, la Banque centrale des États d'Afrique centrale, hein, a essayé de placer pendant l'année 2007-2008, la période de crise pétrolière, monétaire internationale, elle a essayé de placer des fonds à un taux beaucoup plus élevé que le Trésor français. Ils se sont retrouvés baba. Ils ont tout perdu que dans les fonds Madoff et compagnie dont vous avez. Alors que le Trésor français, c'est une garantie sûre à 100%. Et en plus de la garantie sûre à 100%, il y a 0,25% de prime d'épargne, de fidélité vis-à-vis des anciennes colonies. C'est ce qu'a accordé la France. Et nous sommes très bien comme ça. On est protégé à 100%. Aucun investisseur international, aucun spéculateur international ne vient perturber le franc CFA, puisque nous avons le bouclier de la France et de la zone euro qui protège notre monnaie. Alors qu'ils spéculent facilement contre le Naira
et le CEDI et le CELI, on peut les mettre à genoux. Oui, est-ce que c'est pas cette spéculation dont vous parlez n'est pas dans la nature même économique des choses quand on parle de la monnaie? Nous sommes protégés contre les spéculateurs. Regardez l'Italie, avant d'être dans la zone euro, l'Italie a été mise à genoux par Soros, qui avait lancé des milliards de dollars d'achat et de vente sur la lire italienne. Elle est tombée à genoux, ça a fait chuter le gouvernement italien, ça a entraîné le désastre en Italie. De même, Soros a fait la même spéculation contre la livre sterling. Donc depuis qu'on a créé la zone euro, le franc français aussi était toujours aux aguets pour se protéger contre les fluctuations, contre les spéculateurs monétaires. Nous en zone CFA, on n'a pas ce souci-là. Nous sommes protégés à 100%. Alors, on est tranquille. On est peut-être protégé à 100%, comme vous le dites, mais comment comprendre, et c'est la question aujourd'hui que posent ceux qui font cette offensive-là contre le franc CFA, comment comprendre que des économies aussi faibles que celles africaines puissent se rattacher à une monnaie forte qu'est l'euro, et voilà. Comment comprendre ce paradoxe? Si ces économies sont restées faibles, ça dépend de la gouvernance de ces pays-là. Normalement, au sein de l'UEMOA, quand il y a eu la création de l'OMC, l'OMC, c'est l'Organisation mondiale du commerce, qui accordait à tous les pays membres qui voulaient adhérer la possibilité de se protéger. Nous, l'UEMOA, normalement, elle aurait dû agir au titre des pays de l'UEMOA, qui sont 8 pays. Hein? Eh ben, elle n'a pas agi, elle a laissé chaque pays aller signer l'accord séparément. Alors que si elle avait un certain pouvoir sur les pays membres, elle aurait pu négocier avec l'OMC de nous protéger pendant 20 ans en instaurant des droits de douane de 35%, qui est le maximum autorisé par l'OMC. On ne l'a pas fait. Alors qu'en mettant vraiment un cordon douanier autour de la zone UEMOA, avec 35% de protection, beaucoup d'investisseurs seraient venus créer des industries dans la zone de 100 millions d'habitants. On aurait pu produire même des voitures, parce qu'on est protégé à 35% de droits de douane, alors qu'actuellement, on n'est protégé qu'à 15%. Et ça, on ne l'a pas fait, le travail, parce que les pouvoirs que nous avons, les pouvoirs politiques, n'avaient pas cette conscience de défense des intérêts des populations de la zone. Merci, Monsieur Khalif. À vous entendre, on a comme l'impression que la faute aujourd'hui de ce que vivent les Africains... Le verre est dans le fruit. La faute, c'est à nous-mêmes. Alors, c'est sur ce que nous serons obligés de marquer une courte pause pour l'information. Juste derrière, nous reviendrons sur ce plateau pour parler d'autres aspects liés justement à cette monnaie qui suscite beaucoup de polémiques sur le continent. Tout à fait. Alors, mesdames, messieurs, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes avec Nadim Khalif, expert en politique économique togolaise. Monsieur Khalif, vous parliez donc de cette neutralité, finalement, de la monnaie du franc CFA en allant presque en contre-pièce aujourd'hui contre tout ce qui est développé sur le continent. Il y a beaucoup d'économistes, l'un des initiateurs, Kakono Boupok, togolais également comme vous, qui pensent aujourd'hui que l'accord que l'Afrique francophone a d'une certaine manière, la zone franc avec la France devrait être revue, que le débat mérite aujourd'hui d'être posé. Je pense que là-dessus, il y a quand même une convergence de point de vue. Vous pensez également que ce débat-là, à défaut, il est important qu'il soit posé? Tout à fait. Sauf que la différence entre Kakono Boupok et moi, c'est que moi, j'ose invectiver le pouvoir en place, reprocher à tous nos gouvernants de la zone CFA de ne pas avoir fait leur travail de développement économique. Alors que lui, membre du pouvoir, ayant servi le pouvoir et étant toujours en contact avec le pouvoir, il n'ose pas s'élever contre le pouvoir politique, qui est responsable de notre état économique désastreux. Et donc c'est ça la différence, et il porte la faute sur l'étranger. C'est très facile d'accuser l'autre, au lieu de rechercher la faute en soi. Il faut qu'il taille sa pierre brute. Alors, c'est également très facile aujourd'hui de jeter tout le discrédit sur les gouvernants africains, francophones, parce que même au niveau des anglophones, on a des dirigeants, on va dire peut-être corrompus, ou qui n'ont pas forcément la même hauteur de gouvernance, mais pour autant, leur pays ne se porte pas aussi mal que la zone franc. Alors, je regrette. Regardez le Nigeria, il a un niveau de vie inférieur à celui du Togo, par habitant. Celui du Ghana, il est à peu près égal. Mais il y a plus d'industrie au Ghana, parce que le Ghana, au lieu de faire 6 millions d'habitants comme nous, ils font 18 millions. Donc ils ont beaucoup plus. Et ils ont beaucoup plus de richesses naturelles.
Ce n'est pas parce qu'il y a... non, il y a une meilleure gouvernance aussi depuis Rawlings. Quoique, il y a eu des dérapages après lui, mais ils ont un avantage naturel de gaz, d'électricité, de barrages, de pétrole, de cacao, d'or. Ils ont beaucoup de production d'or et de pétrole. Donc, ils ont ces avantages naturels que nous n'avons pas. Alors, quoi qu'on dise, le débat reste très posé aujourd'hui. Je pense que l'élite africaine continue de réagir sur la question, mais comment explique-t-on le fait qu'on puisse maintenir jusqu'alors cette configuration à nul autre pareil au monde? Oui, quelle configuration du franc CFA? L'arrimage du franc CFA oui, à l'euro. Mais ça, nous avons cette chance-là qui est unique au monde. Vous parlez de chance quand d'autres parlent aujourd'hui. Ça fait 72 ans que le franc CFA a été créé. Et ce qui nous a assuré au moins cette stabilité monétaire qu'aucun autre pays au monde n'a connue. Sauf le dollar, qui est le maître du jeu monétaire au monde. Donc nous avons cette chance-là, exploitons-la, améliorons-la. Il faut l'améliorer, notamment à travers la pratique des taux d'intérêt. Il n'est pas normal que les États empruntent sur le marché monétaire à 6,5%, comme le dit Nebukpa, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais il faudrait emprunter à ce moment-là auprès de la Banque africaine de développement, auprès de la BOAD, auprès de la Banque mondiale, auprès d'autres institutions internationales à un taux modéré de 0,75%. On peut le faire, mais pour obtenir ce taux-là, ces institutions internationales exigent la transparence des investissements publics que nous voulons faire. Alors, M. Nadim Khalif... C'est ça qui nous manque, c'est la transparence des investissements publics. Sinon, on serait beaucoup moins endetté. Monsieur Nadim Khalif, c'est peut-être, encore une fois, excusez-moi, trop simpliste de parler de gouvernance quand il y a une élite africaine aujourd'hui, sans doute informée sur les enjeux de la monnaie, qui pense et qui l'affirme haut et fort que le CFA constitue aujourd'hui un obstacle pour le développement des pays africains. Cette élite africaine, elle fuit ses responsabilités. Elle n'ose pas s'attaquer au pouvoir en place. Elle veut s'attaquer à l'étranger. C'est une technique vieille comme le monde. Au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes de gouvernance. Le problème de l'Afrique, c'est la gouvernance. Si on avait une bonne gouvernance comme l'île Maurice est devenu un pays émergent, très, très riche, alors qu'il était plus pauvre que nous en 1968 quand il a pris son indépendance. Mais nous, on a eu l'occasion, de 1973, quand il y a eu le boom phosphatier, jusqu'en 1979, pendant 7 ans, on a eu des recettes extraordinaires de phosphate, au lieu de les investir vraiment dans un développement transparent, qui puisse créer des emplois, mais productifs. On a fait des faux investissements publics, on a endetté le pays, on nous a plongé pendant 30 ans dans les PAS, les plans d'ajustement structurel. Pendant 30 ans, on a souffert, avant de nous effacer gracieusement les 900 milliards de dettes en 2010, pour qu'on puisse nous réendetter. Et depuis lors, en 5 ans, on s'est réendetté beaucoup plus que les dettes anciennes. Actuellement, nous sommes à 1800 milliards de dettes, alors qu'on était tombé à 300 milliards en 2010, qui étaient des dettes intérieures. Et on ne voit pas les effets vraiment sur le bien-être de la population. C'est ça qui est dommage. Et cela se résume un peu partout de la même façon. C'est la gouvernance qui manque. Une gouvernance pour le peuple. C'est ça qui nous manque. Alors la gouvernance, finalement, seul aujourd'hui, seul motif pour vous, en tout cas, pour expliquer aujourd'hui les conditions de vie des Africains, pendant que certains pensent que la monnaie pourrait y avoir, en effet, le moindre... On dit la monnaie, c'est le sang de l'économie. Le sang, il est neutre. Maintenant, si on y injecte les virus de la corruption, des détournements des fonds publics, des flux illicites de capitaux, et des fausses factures, du gonflement des investissements publics, là, le sang devient vicié, votre corps tombe en décrépitude, vous êtes malade, et c'est ce qui nous arrive en ce moment. Alors, revenons quand même sur quelques incohérences notées ça et là par ceux qui aujourd'hui portent haut et fort ce débat contre le franc CFA, c'est de voir que pour la même zone donc CFA, on a 2 banques centrales. Et c'est pas, a priori, c'est vrai, c'est pas des CFA convertibles d'une zone à une autre. C'est quand même un paradoxe assez frappant. Vous avez tout à fait raison, j'ai réfléchi à cela. Et j'ai trouvé comme explication qu'il y a 2 structures économiques différentes.
la production de la zone de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, est basée essentiellement sur l'agriculture et un peu de production industrielle et des services. Alors que la zone de la BEAC est basée essentiellement sur le pétrole. Leurs réserves sont fondées sur le pétrole. Nous avons deux structures totalement différentes de production. C'est ça qui fait que, en plus de cela, dans la zone de l'Afrique centrale, chaque pays a voulu émettre un billet CFA avec l'effigie de son président. Donc c'était facilement falsifiable. Donc quand les monnaies arrivaient de la zone du Gabon, moi je me rappelle, j'étais opérateur économique, j'étais un grand opérateur économique en 1980, donc on recevait de l'argent du Gabon, on ne savait pas si c'était du faux ou du vrai. Il y avait beaucoup de faux billets là-dedans. Il y a eu ces drames de fausses monnaies. On a dit, bon, désormais, il faudrait passer par la Banque centrale pour pouvoir les échanger et non plus les accepter facilement. Il y a eu ces deux données. D'abord, des structures économiques différentes, et ensuite, des falsifications des monnaies de l'Afrique centrale, parce que chacun des pays voulait avoir sa propre monnaie. Alors là, vous êtes quand même d'accord qu'il faut revoir le fonctionnement de... Ce qu'il faudrait, c'est intégrer tout cet espace ensemble. Parce que nous parlons tous le français. Nous avons tous des régimes politiques identiques, plus ou moins. Nous avons tous la même culture à l'école, etc. Nous parlons la langue commune du français. Pourquoi ne pas nous unir économiquement? Mais pour cela, il faudrait que le gouvernement de tous ces pays accepte la supranationalité. Ça veut dire qu'il y ait une autorité communautaire au-dessus des autorités nationales. À ce moment-là, il faut enlever les régimes présidentiels et les remplacer par des régimes parlementaires. Pourquoi? Où il y ait un premier ministre dans chaque État et un président de l'ensemble du groupe. Alors pourquoi en arriver là quand on sait qu'il y a déjà plus ou moins une gestion autonomique des banques centrales, c'est-à-dire par exemple la BCEAO en Afrique de l'Ouest qui forcément n'est pas liée à la politique? Vous me parlerez peut-être d'une seule et unique banque centrale qui gérerait les deux monnaies. Je pense que cela ira plus dans le sens voulu aujourd'hui par les détracteurs de cette monnaie. Oui, c'est très facile. Il suffit que les gouvernements qui sont vraiment réduits à la personne du chef de l'État actuellement, ce qui n'est pas très démocratique, il faudrait que tous ces gouvernements s'entendent ensemble pour faire un seul ensemble économique, sans droit de douane entre eux, et en favorisant, en mettant une ceinture douanière de 35% autour, qui est autorisée par l'OMC, mais il faut le négocier avec l'OMC, pour favoriser la transformation de nos matières premières dans nos pays et développer l'industrialisation. Et vous verrez qu'en l'espace de 10-15 ans, nous deviendrons une puissance économique émergente, puissante. Donc, à ce niveau, rien à voir avec la banque, les exigences de la Banque centrale. Les Africains auraient rien à voir avec la monnaie. Rien à voir avec la monnaie, du moment que nous avons une monnaie stable, protégée, garantie par la France, par l'euro, nous pouvons travailler tranquille. Mais il faut qu'il y ait transparence économique, transparence politique et la lutte contre la corruption, parce que c'est la corruption qui est le virus, c'est le sida. C'est le sida de nos économies, c'est la corruption. Monsieur Nadim Khalif, je pense qu'aujourd'hui, c'est une réalité qu'on voit un peu partout dans les pays africains. Il y a des manifestations pour amener les gouvernants à quitter le franc CFA, amener l'Afrique francophone ou l'Afrique d'une certaine manière à aller vers une monnaie unique. Que dites-vous à ces personnes? Y a-t-il un risque aujourd'hui? Si oui, quelles sont les conséquences une fois que l'Afrique serait sortie de cette zone franc CFA, l'Afrique francophone? C'est par ignorance qu'ils le font. Ils ne sont pas conscients. Parce que les économistes qui sont partisans de sortir le franc CFA, de la rendre tout à fait indépendante de toute influence, de toute garantie de la France, ils ne mesurent pas les conséquences économiques. Ce sont des gens qui sont payés en euros ou en dollars, qui vivent dans des institutions internationales, qui sont des économistes de chambre. C'est pas des acteurs économiques. Ils n'ont pas été opérateurs économiques. Vous allez dire, vous comprenez mieux? Moi, j'ai été mieux opérateur économique, je comprends tout à fait le rôle de la monnaie. Et la garantie que nous avons est essentielle pour décider si on veut importer ou exporter. Pour faire nos opérations, il faut qu'on ait la garantie que la monnaie est stable. Regardez, allez à Accra.
allez à Lagos, allez chez les bourgeois de ces pays-là, ceux qui détiennent de l'argent. Ouvrez leur coffre-fort. Vous ne trouverez pas ni de Naira, ni de Sidi. Vous trouverez là-dedans des francs CFA qui sont équivalents à l'euro. Ils auront aussi des dollars. Ça leur permet de garantir leur pouvoir d'achat. Nous, on n'a pas besoin de ça. Avec nos francs CFA, notre pouvoir d'achat est toujours garanti. On n'a jamais souffert. Mais regardez, le Naira encore, il vient d'évaluer de 30% il y a 2 mois. Monsieur Khalif, du jour au lendemain. Le Sidi, vous savez de combien il a dévalué le Sidi? Non, mais depuis sa création en 1972, il a dévalué de 75 000%. Nous, on n'a dévalué que de 50% en 1994. Eux, c'est 75 000%. Divisez 75 000 par 50, vous verrez la différence, combien ça va faire. Ça va faire 37 000 fois de plus que chez nous. Oui, mais cette garantie dont vous parlez finalement, on a comme l'impression que cela ne profite qu'à l'élite africaine, vient de le dire, mais aussi aux grands groupes français, notamment à la classe moyenne qui a peut-être le pouvoir d'achat pour la consommation, mais pas réellement les petits agriculteurs, les petits... les petits agriculteurs sont sûrs, grâce à ce franc stable, CFA, de savoir combien ils vont recevoir de revenus à la fin de la campagne. Leurs revenus ne vont pas chuter du jour au lendemain. Allez voir, c'est pas pour rien que les agriculteurs du Ghana exportent ils préfèrent vendre aux Togolais leur production de cacao et autres, plutôt que de vendre directement par leur pays. C'est justement là où il y a le problème. Nous exportons les matières premières. Là-dessus, il n'y a pas une réelle valeur ajoutée pour ces petits agriculteurs. Mais ça dépend des gouvernants. C'est la politique économique du pays qui devrait faire en sorte qu'on puisse transformer sur place nos matières premières. Ça a été fait en 1960, à partir dans la politique de Yadema, entre 1975 et 1980. Malheureusement, tous les investissements publics qui ont été faits ont été surgonflés. On a multiplié par 5 leur valeur. Et à ce moment-là, toutes ces industries qu'on a mises en place pour transformer nos matières premières, elles étaient vouées à la mort. Parce que pour amortir un équipement, au lieu de valoir 100, il vaut 500. Pour l'amortir, vous mettez en faillite les industries. Et toutes les industries sont tombées en faillite, ce qui a expliqué à terme la dévaluation du franc CFA en 1994. Dans tous les pays, ça s'est passé de la sorte-là. Alors, vous dites, et vous l'affirmez aujourd'hui, quitter la zone franc aura des conséquences dévastatrices sur l'économie. Et ça entraînera la révolution à terme. Alors, quand serait-il? Ce sera la révolution sociale parce que la misère ça va engendrer la misère et les pouvoirs politiques vont tous être balayés. Tous. Alors, il y a peut-être une possibilité, à défaut tout de suite, à défaut pour les Africains, tout de suite d'avoir leur propre monnaie, on pourra penser à une autre configuration, l'arrimage, par exemple, du franc CFA, non plus à l'euro, mais à un panier de monnaie. Voilà, c'est ce que fait le Ghana. Mais la monnaie n'est plus stable, parce que plus personne ne la garantit. La France, à ce moment-là, retirera sa garantie. La France ne peut pas garantir le franc CFA composé de dollars, de yuan, de yens et de livres sterling. Il peut garantir le franc CFA basé sur l'euro, mais pas sur les autres monnaies. C'est normal, il ne va pas garantir une autre monnaie. À ce moment-là, on n'aura plus de garant extérieur et la monnaie va flotter. Les spéculateurs internationaux vont venir nous attaquer et la monnaie va tomber par terre. Parce que nous sommes très faibles. N'importe quel spéculateur, même l'Italie et la Grande-Bretagne, avaient fondu sur les attaques de Soros, un financier international spéculateur. Alors nous, ici, on n'est rien par rapport. La zone CFA ne représente même pas 10% de la puissance économique italienne, même pas 8% de la puissance économique anglaise. Donc on ne pourra pas tenir. Il faut être réaliste. Monsieur Nadim Khalif, vous parlez de scénario catastrophe, si jamais l'Afrique, en fait, c'est ce que vous précisez. L'Afrique francophone. Mais on sait qu'il y a déjà eu une première faille en 1858, quand la Guinée de Sékou Touré a décidé donc de prendre son indépendance économique vis-à-vis de la France, de la monnaie. Pour autant, le pays ne s'est pas mal porté. La Guinée, c'est le pays le plus riche de l'Afrique de l'Ouest, en ressources naturelles. Elle se portait très bien. En 1958, c'était le pays le plus prospère des anciennes colonies françaises d'Afrique. Et après, avec Sékou Touré, qui a très mal géré le pays,
qui a voulu travailler avec l'URSS pour venir l'aider, l'URSS. Au lieu de lui envoyer des tracteurs, il lui a envoyé des chars à neige. Et l'économie est tombée complètement par terre. Alors, le franc guinéen est tombé vraiment dévalué comme la monnaie du Zaïre. Et maintenant, ils sont passés au CELI. Maintenant, ils sont revenus au franc guinéen. Mais la Guinée cherche à rentrer dans le franc CFA. Mais pour pouvoir rentrer dans le franc CFA, il faut qu'elle assainisse ses structures économiques et politiques. Il faut qu'il y ait des structures adaptées à celles de l'UMOA. Donc, il y a le temps. Ils sont en train de venir vers cela. Ça viendra un jour, mais il faut attendre. À en croire certains observateurs, le seul problème peut-être que la Guinée ait eu quand elle a décidé de quitter cette zone franc, c'est peut-être ce qu'on peut craindre aujourd'hui, des sabotages économiques, notamment de très grands groupes français et tout. Mais en Afrique, on a vu que la Guinée a su se maintenir et aujourd'hui être un pays qui ne se porte pas aussi mal que d'autres pays de la zone franc, de la zone CFA. Non, la Guinée, elle est en train de remonter. Depuis l'arrivée d'Alpha Condé, elle est en train de remonter parce qu'il y avait une gestion vraiment catastrophique avant. Mais maintenant, elle est en train de remonter et ils vont nous rejoindre au sein de l'UMOA. Alors, Nadim Khalif, nous arrivons à la fin de cette émission. En bref, en quelques secondes, quel avenir pour le franc CFA, selon vous ? Le franc CFA, je pense qu'il faut absolument qu'il y ait 3 réformes essentielles. D'abord, les taux d'intérêt, surtout pour les États, que les États n'empruntent plus sur le marché monétaire à 6,5%, mais qu'ils puissent emprunter directement à la Banque centrale à un taux modéré de 0,75%, mais à condition que la Banque centrale suive et ait un droit de regard sur les investissements publics. Très rapidement, le temps est parti. Le taux d'intérêt, vous parlez de 3 aspects. Le taux d'intérêt. Oui, le taux d'intérêt. Ensuite, une banque pour les petites et moyennes entreprises. Et ensuite, une banque pour le logement. Merci à vous, Monsieur Nadim Khalif, d'être passé ici nous voir. Merci à vous et j'espère que les téléspectateurs auront un peu compris parce que l'économie monétaire, c'est la plus difficile à comprendre. Ils en jugeront de même, croyez-moi. Mesdames, Messieurs, nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Je donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour un autre numéro. Ici, la portez-vous bien. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.